Le Moyen-Âge désigne l'époque comprise entre le 6e et le 15e siècle. Nombreux sont ceux qui qualifient cette période d'âge sombre, car les fléaux sévissaient dans le monde entier, causant la mort d'innombrables personnes de manière terrible. Malgré tout, le Moyen-Âge a été une période de grands progrès. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques faits étonnants sur le Moyen-Âge. Le rituel du mariage. Il est très courant qu'un grand repas soit organisé après les mariages du Moyen-Âge. Cette tradition s'est perpétuée de nos jours, bien qu'il y ait eu quelques autres rituels de mariage étranges au Moyen-Âge. L'un de ces rituels impliquait que les jeunes couples accomplissent leur union devant une petite foule de personnes. Après la cérémonie, les jeunes mariés étaient conduits dans le lit conjugal qui avait été préparé les jours précédant le mariage. Ils étaient alors placés dans le lit, assis ou couchés, et étaient recouverts d'une couverture. Au Moyen-Âge, les rapports sexuels étaient le seul moyen de valider un mariage. Pour cette raison, la première nuit nuptiale devait être validée par des témoins. C'est ainsi qu'est né le rituel de regarder un autre couple copuler. Ce rituel signifiait le transfert de la tutelle du père de la femme à son nouvel époux. Nous n'avons pas beaucoup de preuves de la fréquence de ce rituel, mais divers documents historiques semblent indiquer qu'il s'agissait d'un événement quotidien pour la plupart des personnes d'âge moyen. Imaginez, vous venez d'épouser l'homme ou la femme de vos rêves. Tout se passe bien. Puis votre témoin et votre demoiselle d'honneur demandent à vous regarder tous les deux au lit pendant votre nuit de noces. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je serais très effrayé et je couperais probablement les ponts avec eux. Les jugements divins. Au Moyen-Âge, le jugement divin était un moyen de déterminer qui avait raison et qui avait tort dans une bataille juridique. Les décisions de ce type étaient le plus souvent utilisées lorsque le plaignant et le défendeur ne voulaient pas faire de compromis ou admettre leur culpabilité. Comme les tribunaux ne disposaient souvent que de très peu de preuves, la seule façon de déterminer la culpabilité ou l'absence de culpabilité était de faire intervenir Dieu dans l'équation et de lui demander de décider qui avait raison et qui avait tort. Cependant, il ne le faisait pas de la même manière que vous imaginez. Au lieu de cela, il demandait aux deux individus de plonger leurs mains dans des pots d'eau bouillante. La personne ayant la brûlure la moins importante était considérée comme victorieuse et la perdante comme coupable. Il prétendait que, ce faisant, Dieu décidait qui devait vivre et qui devait mourir. Il semble qu'il pensait que Dieu punirait le coupable en le brûlant, tandis que le défendeur resterait presque indemne. Cependant, un double jugement était également très courant, ce qui signifie que les deux personnes étaient déclarées coupables ou innocentes. De tels jugements étaient mis en pratique pour la première fois au VIe siècle, bien que nous ne sachions pas exactement qui a pu imaginer une pratique juridique aussi étrange. Heureusement, ce genre de choses n'arrive plus aujourd'hui. De nos jours, il semble assez évident que si vous mettez votre main dans l'eau chaude, vous serez brûlé. C'est fou de réaliser que les gens de cette époque manquaient souvent de bon sens, ou du moins que leurs dirigeants en manquaient. Je suppose donc que les choses n'ont pas trop changé depuis. Le football au Moyen-Âge. Vous pensez peut-être que le football ou le soccer ont été inventés récemment. Pourtant, ces sports existent depuis très longtemps. Nous savons que les gens aimaient faire du sport au Moyen-Âge, même si ces jeux ne se déroulaient pas dans les limites d'une cour ou d'un terrain comme aujourd'hui. Il n'était pas rare de voir un match de football se dérouler au milieu d'une rue animée ou juste à l'extérieur des portes d'une grande ville. Les joueurs jouaient au ballon où bon leur semblait et ne s'arrêtaient que lorsqu'ils atteignaient un nombre prédéterminé de buts ou de points. Ce qui est très intéressant, c'est que le football et le soccer sont la raison pour laquelle de nombreuses fenêtres des immeubles d'âge moyen dans les régions d'Italie et d'Angleterre étaient recouvertes de barreaux. Le verre était très cher à l'époque et était considéré comme un luxe. Pour cette raison, les gens ne voulaient pas que leurs fenêtres soient brisées par un ballon. Les barreaux protégeaient à la fois les fenêtres et les occupants de la maison d'une balle en vol libre.
Les jeux de balle étaient très populaires à l'époque, et des documents prouvent que l'on jouait au football dès l'an 1137. Ce document décrit comment un jeune garçon a perdu la vie en jouant à ce jeu, et c'était très courant. Sans les règles et règlements des sports modernes, ces jeux devenaient souvent très violents, et les gens y perdaient souvent la vie. Il convient de mentionner que tuer quelqu'un en jouant au ballon était évidemment illégal, mais tant que vous faisiez en sorte que cela ressemble à un accident, vous étiez probablement en règle. Encore une fois, les choses n'ont pas beaucoup changé de nos jours. Toute plaisanterie mise à part, il n'est pas rare de voir un village ou un quartier entier jouer à un jeu de balle. Ils s'affrontaient les uns les autres, certains matchs pouvant durer toute une journée. Il semble déjà assez fatigant de jouer au football pendant quelques heures avec des amis. Je ne pourrais pas imaginer jouer toute la journée. Les épreuves d'animaux. C'est peut-être la chose la plus ridicule que vous ayez jamais entendue, mais je vous promets que c'est tout à fait réel. Les procès d'animaux sont exactement ce qu'ils semblent être, des procès impliquant des animaux. Les animaux sont souvent accusés de méfaits et doivent être punis pour leurs actions. Oui, vous avez bien entendu. Une créature qui n'est même pas capable de comprendre la langue parlée pendant le procès est censée se défendre contre les accusations d'un humain. Si l'animal est reconnu coupable du crime, la punition peut aller de l'incinération à l'enterrement vivant. Si une espèce entière d'animaux était reconnue coupable ou représentait un danger pour les humains, l'Église proclamait un interdit autour de ces animaux et les membres seraient invités à éviter ces animaux à tout prix. Faute de quoi, ils seraient tous tués. L'un des cas les plus intéressants de procès d'animaux remonte à l'année 1474. Un coq a été traduit en justice pour l'acte odieux et contre nature de pondre un œuf. Les loups et les loups-garous supposés étaient également traduits en justice, le plus souvent en France. De telles procédures judiciaires n'ont plus cours aujourd'hui et il semble que la plupart des gens aient complètement oublié ce processus. Il convient d'ajouter que ces procès avaient souvent lieu à l'époque de la chasse aux sorcières et de l'Inquisition. Donc si les gens croyaient que les humains étaient des sorciers, il est compréhensible qu'ils croient qu'un coq qui pond un œuf est contre nature et odieux. Au fil des ans, de nombreux historiens ont remis en question la validité de ces affaires. Certaines personnes pensent que de telles audiences n'ont jamais eu lieu, mais des montagnes de preuves historiques prouvent le contraire. On s'est également demandé si les gens croyaient vraiment que ces animaux étaient responsables de leurs méfaits, ou si ces affaires n'étaient pas simplement une blague ou une forme de divertissement. En effet, la plupart des souverains de l'époque s'opposaient ouvertement à ces procès, affirmant que les animaux ne connaissaient pas la raison et qu'ils étaient donc incapables de commettre un quelconque crime. Nous pouvons supposer qu'il serait extrêmement rare qu'un animal soit tué après avoir été conduit au tribunal. Certains historiens ont même des raisons de croire que ces procès servaient de répétition aux nouveaux avocats. À vrai dire, il y a eu des fois où j'aurais aimé traîner mon chien au tribunal après qu'il ait mâché mes chaussures ou pissé sur le mur. Sérieusement, Max, tu dois arrêter ça. La capsule pubienne. C'est l'une des inventions les plus étranges du Moyen-Âge, et elle semble complètement inutile de nos jours. Au XIVe siècle, la mode masculine avait radicalement changé dans certaines régions d'Europe. Les hommes avaient souvent l'habitude de porter de longues jupes, mais celles-ci avaient été mises de côté en échange de vestes. Les jambières ont également été remplacées par des pantalons, et c'est ainsi qu'est née la tenue masculine moderne. Avant que les pantalons ne deviennent monnaie courante, un dispositif appelé capsule pubienne a été mis au point pour protéger les parties intimes des hommes et les maintenir solidement attachés à leur corps. Il s'agissait d'une petite pièce de vêtement de forme ronde, bien qu'elle ait souvent la forme d'une banane ou d'un concombre pour des raisons évidentes. Ces capsules sont devenues si populaires que les chevaliers les portaient sous leur armure. Ce qui est étrange, c'est qu'elles étaient souvent créées dans des couleurs vives qui contrastaient directement avec l'armure ou les vêtements portés par la personne.
Cela était censé signifier la puissance d'un homme. Cependant, l'Église s'est prononcée contre ces dispositifs et a déclaré qu'il suggérait qu'un homme était constamment prêt pour un contact sexuel. Ces protections ont été considérées comme un péché en 1555 et ont rarement été revues après 1590. Le masque de la honte. Ces masques sont quasiment invraisemblables, mais ils étaient assez courants au Moyen-Âge. Si une personne était condamnée pour un crime, elle était parfois condamnée à porter un masque qui expliquait son crime aux passants. Ces masques avaient de grandes langues, des oreilles, des nez ou même des cornes. Chaque masque était créé avec un dessin spécifique qui pouvait expliquer le délit de la personne au public. Certaines personnes étaient même condamnées à mort. Puis, on leur plaçait ces masques sur le corps pour servir d'exemple aux autres citoyens. Les masques permettaient au public de se moquer de la personne qui les portait, attirant ainsi l'attention sur son crime ou son méfait. Cependant, les masques n'étaient pas uniquement destinés aux criminels. Ils sont également créés pour les maris dont les femmes sont trop bavardes ou trop bruyantes. Un homme pouvait demander à ce que sa femme porte l'un de ces masques dotés d'une plaque de métal et d'épines autour de la bouche pour l'empêcher de parler. Je ne pourrais même pas imaginer traiter un être cher de cette façon, mais des actions comme celle-ci étaient scandaleusement courantes au Moyen-Âge. La médecine au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, l'espérance de vie moyenne d'une personne n'était que de 30 ans environ. Cela s'explique par le fait que les gens étaient contraints de vivre dans des conditions extrêmement insalubres, qui entraînaient généralement de graves maladies et finalement la mort. Les maisons et les bâtiments étaient également mal construits. Il n'était donc pas rare que vous dormiez paisiblement dans votre lit et que votre maison s'effondre sur vous sans prévenir. Par ailleurs, les médicaments modernes n'existaient pas non plus. Cela signifie qu'une simple coupure à la main ou au pied pouvait entraîner une infection qui se propageait dans tout votre corps et vous tuer en quelques jours ou semaines. Les médecins étaient difficiles à trouver à l'époque et on estime que la plupart d'entre eux voyaient un total d'environ 1000 patients. La médecine de cette époque était au mieux rudimentaire et se résumait généralement à de simples herbes moulues dont les médecins espéraient qu'elles éloigneraient la maladie du patient. C'était rarement le cas. Mais ce qui est le plus terrifiant, c'est que les livres étaient super chers à l'époque et qu'il était très difficile de s'en procurer. Les médecins pratiquaient donc avec des connaissances très limitées et devaient souvent apprendre en expérimentant sur des personnes différentes, herbes et remèdes. C'est ainsi que nous avons appris les propriétés anti-inflammatoires de l'argent. Si vous regardez les squelettes du Moyen-Âge, vous remarquerez que de nombreuses personnes ayant subi des fractures des os ou du crâne voyaient leurs os recouverts d'argent. Cela permettait de maintenir les os fermement attachés et de leur conférer des propriétés anti-inflammatoires pour le reste de leur vie. Il est choquant de constater que les amputations étaient courantes au Moyen-Âge et qu'elles étaient souvent couronnées de succès. De grands progrès ont également été réalisés dans le domaine des médicaments antibiotiques, notamment une ordonnance créée pour traiter les infections à SARM. Dans le monde moderne, nous ne disposons pas d'une méthode parfaite pour traiter le SARM. Pourtant, les médecins du Moyen-Âge avaient concocté une solution permettant de tuer efficacement les germes à l'origine du SARM. Cette recette a été testée en 2015 et s'est avérée efficace à presque 100%. Si les médecins du Moyen-Âge ne savaient pas grand-chose sur le traitement des maladies, ils ont fait de grands progrès à la fin des années 1500 et ont pu sauver des dizaines de vies d'une mort certaine. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Certains de ces médecins étaient vraiment excellents dans leur travail, compte tenu des fournitures et des ressources dont ils disposaient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.